Bonjour, imaginez la scène. Je suis sûre qu'elle nous est familière. Jean-Paul est sur son téléphone, il fait défiler son fil d'actualité. Et là, une publication l'interpelle. Ah oui, Une vidéo, l'air très pro, qui prétend montrer un remède miracle contre le dernier virus. Un truc simple, hein, à base de plantes. ça a l'air convaincant, j'imagine. Des milliers de partages. Exactement. Ouais. Des commentaires super enthousiastes. Du coup, sans trop réfléchir, il envoie ça sur le groupe WhatsApp de la famille, en se disant au cas où. On a tous un peu ce réflexe. En effet. Et c'est un réflexe quasi universel. C'est précisément ce mécanisme qui va être au cœur de notre discussion aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi les fausses informations, surtout en santé, sont si terriblement persuasives. Et ce n'est pas une question de bêtise, on est d'accord. C'est vraiment lié au câblage de notre cerveau. Tout à fait. L'idée, c'est d'explorer ensemble les mécanismes qui nous rendent vulnérables et surtout de repartir avec des outils concrets. Pour aiguiser notre esprit critique, on va parler de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une infodémie. Une épidémie de fausses informations. Et elle se propage parfois bien plus vite que le virus lui-même. Pour commencer, il y a une distinction importante à faire, je crois. L'OMS nous aide à y voir plus clair. Oui, il y a deux types de fausses nouvelles. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la mésinformation. La mésinformation, c'est-à-dire... C'est l'exemple de Naïma. Elle partage un remède soi-disant naturel. Elle pense sincèrement aider ses proches. Son intention est bonne, mais elle s'est trompée. Elle a partagé une fausse info sans le savoir. D'accord, et de l'autre côté, il y a... La désinformation. Et là, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est plus vicieux. Oui, l'information est fausse, mais elle est créée et diffusée intentionnellement pour tromper. Le but peut être financier, politique ou juste pour saper la confiance dans les institutions. L'intention change tout. Mais alors que l'intention soit bonne ou mauvaise, la question reste la même. Pourquoi ça marche si bien? Pourquoi on tombe tous dans le panneau? Le sociologue Gérald Bronner, dont les travaux nous guident, insiste là-dessus. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Notre cerveau est une machine à Apprendre des raccourcis. des raccourcis. Il est un peu paresseux, notre cerveau. Pas paresseux, non. Efficace. Enfin, il essaye. Pour gérer la quantité folle d'informations qu'on reçoit, il utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ce sont des schémas de pensée rapides, en quelque sorte. Voilà. Automatiques. Ils nous aident à décider vite. Le problème, c'est que ces raccourcis peuvent nous planter de manière spectaculaire. Et l'un des plus forts, c'est cette formule de Bronner, que j'adore. La contamination du croire par le désir. C'est une très belle formule, oui. Ça veut dire qu'on a une tendance presque irrésistible à croire ce qu'on souhaite être vrai. C'est le fameux biais de confirmation. Exactement. Notre cerveau cherche, interprète et retient en priorité les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. C'est comme si on portait des lunettes qui filtrent tout ce qui nous contredit. L'exemple de Bronner avec le café est parfait pour ça. Ah oui, racontez. Imaginez Félix. Il adore son café du matin. C'est son rituel. Il tombe sur une étude. Le café est mauvais pour la santé. Son premier réflexe, ça va être quoi à votre avis? Mais il ne va pas arrêter le café, hein. Il va chercher des failles dans l'étude. Elle a été faite sur 3 personnes. Qui l'a financée? Il va tout faire pour la décrédibiliser. Exactement. Et inversement, s'il voit un titre «Boire 3 cafés par jour allonge la vie», là, Ah bah là, il va se dire «je le savais». hmm, Et il va partager l'article à tout le monde sans même l'avoir lu en entier. son désir a complètement pollué son jugement. Maintenant, on remplace le café par un sujet bien plus angoissant, comme les vaccins. Et on comprend tout. Une personne qui est déjà méfiante, son cerveau va fonctionner comme un aimant à témoignages négatifs. Il va donner un poids énorme à l'histoire du cousin d'un ami. Et ignorer les millions de données statistiques qui disent le contraire. C'est comme ça qu'on s'enferme dans ce que Bronner appelle un oligopole cognitif. Une bulle de filtre, en fait. Une bulle, oui, un espace mental où on n'entend plus que des gens qui pensent comme nous. Et les réseaux sociaux sont des constructeurs de bulles professionnelles. C'est là que ça devient encore plus complexe. Ce n'est plus seulement notre cerveau qui nous piège, c'est l'environnement numérique. Il amplifie tout. Prenons l'exemple d'Astrid pendant l'épidémie. Elle voit une carte qui superpose les antennes 5G et les foyers de Covid. Les deux cartes se ressemblent. Et son cerveau fait un lien immédiat. Tilt, 5G égale Covid. C'est une évidence pour elle. C'est un raccourci mental redoutable, on confond corrélation et causalité. Notre cerveau est programmé pour voir des liens de cause à effet partout. Il déteste le hasard. Mais là, le lien n'est pas direct. Non, il y a souvent un troisième facteur caché. Ici, c'est tout bête, la densité de population. On met des antennes 5G là où il y a beaucoup de monde. Et les virus se propagent plus facilement. Là où il y a beaucoup de monde. C'est simple, mais le raccourci est tellement tentant. Bronner a une analogie géniale pour ça. Celle des cigognes. Ah oui! Il explique que, statistiquement,
Dans les villes européennes, plus il y a de nids de cigognes sur les toits, plus il y a de naissances. Donc les cigognes apportent bien les bébés, j'en étais sûre. On aimerait bien le croire. Mais non, évidemment, le facteur caché, c'est la taille de la ville. Ah, d'accord. Les grandes villes ont plus de toits, donc plus de nids, et elles attirent plus de jeunes familles qui font des enfants. La grande ville est la cause des deux. C'est une analogie parfaite pour comprendre comment notre esprit crée des liens qui n'existent pas. Et sur les réseaux, ces liens fallacieux sont servis sur un plateau sans aucun contexte. Et il y a un autre effet terrible, cette impression que tout le monde en parle, alors qu'en fait, pas du tout. Vous mettez le doigt sur un point crucial. L'effet des superdiffuseurs. C'est-à-dire, Une étude de la Fondation Descartes a montré une chose inquiétante. S'informer sur la santé via les réseaux sociaux est associé à un plus faible niveau de connaissance. Et Brunner explique pourquoi. Une toute petite minorité de comptes, genre 1%, produit une part énorme du contenu, souvent le plus radical. donc quand notre ami Jean-Paul du début voit la vidéo du remède miracle partagée par 10 de ses amis, Il ne se dit pas « une source a touché 10 personnes non, il se dit 10 sources différentes confirment la même info. Ça crée une illusion de consensus, un truc de fou. ». Et ça, c'est le biais de disponibilité. Une idée nous paraît plus vraie juste parce qu'on la voit partout. L'algorithme renforce ça en boucle. On finit par croire que le monde entier pense comme nous, alors qu'on est juste dans une chambre d'écho. D'accord. Le tableau est un peu sombre. On a un cerveau qui est câblé pour se faire avoir et des technologies qui exploitent ça à fond. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait? On est condamné? Heureusement, non. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner notre cerveau. On peut développer ce que j'appellerais une sorte de système immunitaire intellectuel. J'aime beaucoup l'image. L'idée n'est pas de tout vérifier tout le temps, ce serait impossible. C'est plutôt d'apprendre à repérer les situations à risque, les moments où il faut allumer les signaux d'alarme. D'accord. Alors, quels sont les gestes barrières de cette hygiène mentale? Le premier, d'après l'OMS, a l'air tout simple. C'est le bouton pause. Le bouton pause. C'est le plus simple et peut-être le plus puissant. Avant de cliquer sur partager, surtout si l'info a provoqué une émotion forte, La colère, la peur, l'indignation ou même une joie immense, on s'arrête. Juste une seconde. Et on se demande, qu'est-ce que je ressens là? Les émotions fortes, c'est le carburant de la désinformation. Elles court-circuitent la réflexion. ça m'est déjà arrivé, je dois avouer. On lit un titre révoltant et le doigt part tout seul, on veut alerter, crier son indignation. C'est un réflexe. L'OMS suggère une deuxième question pendant cette pause. Pourquoi est-ce que je veux partager ça? Est-ce pour vraiment informer? Ou pour montrer que je suis dans le bon camp? Pour choquer? Cette micro-pause suffit souvent à désamorcer le partage impulsif. C'est un bon premier geste. Ensuite, il y a la méthode du détective. Ça semble plus compliqué. Pas tant que ça. C'est juste quelques réflexes de base. On commence par la source. Qui parle? Est-ce un médecin reconnu, un scientifique ou un compte anonyme Veritas 92? La date aussi, c'est essentiel. Une info vraie en 2019 peut être totalement trompeuse aujourd'hui. Absolument. Et ensuite, les preuves. Est-ce que l'article cite ses sources? Est-ce qu'il y a des liens vers des études? Ou est-ce que ça repose juste sur des on-dit? Et le conseil en or de Brunner, diversifier ses sources. Sortir de sa bulle. Voilà. Si une info explosive prétend qu'on nous cache tout, le premier réflexe, c'est d'aller voir ce qu'en disent les médias traditionnels, même ceux qu'on n'aime pas. Si personne d'autre n'en parle, c'est un très très gros signal d'alarme. Bouton pause. Méthode du détective. J'ai vu une troisième idée, un peu plus avancée peut-être, celle de retourner la question. Ah oui, la question inversée. C'est le cœur de la démarche scientifique en fait, mais en version simplifiée. L'idée, c'est de lutter contre notre propre biais de confirmation. Donc, au lieu de chercher ce qui prouve que c'est vrai, On se force à se demander quelle information, si je la trouvais, me prouverait que c'est faux. reprenons notre exemple du remède au citron et à l'ail, avec toutes les vidéos de gens qui disent « ça m'a sauvé Notre réflexe, c'est de chercher d'autres témoignages positifs. ». D'accord. La question inversée serait est-ce que je peux trouver des gens qui ont bu ce mélange pour qui ça n'a eu aucun effet ou qui ont quand même fini à l'hôpital? Et on réalise vite que les échecs ne sont jamais partagés. Ça force à changer complètement de perspective. C'est un exercice mental assez exigeant. Très exigeant, oui, car ça va contre notre instinct. Mais c'est une discipline incroyablement efficace pour entraîner son esprit critique. Pour résumer, donc on est tous vulnérables à l'infodémie parce que notre cerveau est fait comme ça. Il est optimisé pour la vitesse, pas toujours pour la vérité. C'est exactement ça. Et les réseaux sociaux sont un accélérateur de nos propres biens. Mais ces outils, cette hygiène mentale, faire une pause,
vérifier la source, chercher ce qui nous contredit. Ça peut vraiment changer la donne. Et le but final, ce n'est pas de gagner des débats en ligne. L'enjeu est beaucoup plus concret. L'enjeu, c'est de prendre les meilleures décisions pour sa santé et pour celle de nos proches. C'est une compétence de santé publique aujourd'hui. C'est un geste barrière au même titre que se laver les mains. On va laisser tout le monde avec une dernière pensée, un petit exercice mental inspiré de Gérald Bronner. Ah oui, je vois lequel. La prochaine fois qu'une affirmation, surtout sur un sujet complexe comme la santé, nous paraît limpide, évidente, certaine à 100%, essayons de faire une chose. L'expliquer à voix haute, de A à Z, comme si on l'enseignait à un enfant. Et là, on risque d'être surpris. On va buter sur des mots, on va réaliser qu'il y a des chaînons manquants dans notre raisonnement, des zones d'ombre. Et cette prise de conscience, ce moment où on se dit « en fait, c'est plus compliqué que ça », cette humilité, eh bien c'est peut-être ça, le vrai point de départ de la connaissance.